Jean-David, alors je ne sais pas si tu le sais, il y a un autre Tech Show qui se déroule un peu avant le Tech Show. En effet, chaque mois, je laisse les clés à Edwina d'European Digital Group qui va nous parler des étapes de réalisation d'un deal en fusion-acquisition. Ce mois-ci, elle reçoit Stéphane Dahan de la société Exelmans. Donc c'est parti pour la chronique d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Comme vous l'avez bien compris, la phase des audits est une phase hyper importante dans les opérations. C'est pour cela que je reçois aujourd'hui Stéphane Dahan, associé et fondateur du cabinet d'audit et des due diligence Exelmans. Bonjour Stéphane. Bonjour Edwina. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Écoute Stéphane, quelle est la secret sauce de la renommée d'Exelmans? Eh bien, je dirais que c'est avant tout une aventure humaine, une rencontre de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans, qui sont animés par la passion de ce métier, qui sont également aujourd'hui tous actionnaires du cabinet, ça c'est très important, et qui partagent des valeurs d'humanité, de proximité, d'envie, de développement, et puis surtout, et il faut quand même le rappeler, de légèreté et d'humour. Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui? Il y a environ 70 collaborateurs au sein de ce cabinet et une quinzaine d'associés. Super. Super expérience, surtout que tout le monde est associé, donc ça c'est rare dans le... Ça c'est récent, c'est un projet qu'on a mis en place il y a peu de temps et qui nous donne toute satisfaction puisque l'envie est décuplée en fait. Lorsqu'on travaille et qu'on est associé dans un projet, l'envie est décuplée, donc ça c'est extraordinaire. Super. Donc Stéphane, si ça te va, on va analyser ensemble donc, des typologies de business différents. Oui, on va essayer. On va essayer et on va faire un focus sur les points d'attention qu'il faudrait avoir lors des audits. Oui, si tu le veux. Donc on commence par les ESN. Quelle est la différence entre une bonne ESN et une moins bonne ESN? Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, je vais dire, la première qualité d'une bonne ESN, c'est le recrutement. Savoir recruter les bons collaborateurs. Pourquoi? Parce que c'est denrée rare aujourd'hui. La deuxième, c'est savoir les conserver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle effervescence sur le marché des ESN, et puis c'est la chasse au profil, donc savoir conserver ces profils, c'est très important. La troisième, c'est bien les vendre. On parle de taux journalier moyen, parce que savoir vendre une personne, en prenant en compte le coût de cette personne, c'est très important, parce que l'objectif, c'est quand même de générer de la marge. Et enfin, également, le point qui est très important, c'est la gestion des intercontrats. On sait très bien qu'un consultant, sur une année, il ne va pas être occupé sur les 217 jours sur lesquels il va travailler. Et on parle de la gestion des intercontrats. Les intercontrats, ce sont les journées qui sont travaillées par le collaborateur, mais qui ne sont pas facturées. Et comment on fait pour les gérer? Déjà, on envoie les gens en congé. Parce qu'un collaborateur, il a besoin avant tout de se reposer. Pour qu'il soit performant, il faut qu'il puisse se reposer, qu'il prenne du bon temps, qu'il apprenne à s'occuper de lui. Deuxièmement, le former, parce que la gestion des compétences, c'est très important. La mise en place d'un plan de carrière pour les consultants et également le développement de ces compétences, ça passe par des formations. Donc profitez de ce temps-là pour former les collaborateurs. Et puis après, s'il reste encore un peu de temps, il y a toujours des projets de développement interne, donc on peut les affecter au développement des projets internes. Donc on passe à un autre secteur, qui est les logiciels SaaS, donc Software as a Service. Donc quels sont les points d'attention sur ce secteur-là? Alors écoute, pour moi, l'indicateur qui mesure la performance et le développement et la performance embarquée, c'est vraiment le Monthly Recurring Revenue. Qu'est-ce que c'est le Monthly Recurring Revenue? C'est le chiffre d'affaires récurrent que l'éditeur va générer tous les mois. Donc ça, c'est l'indicateur de base. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de mesurer la perf d'une société et ça permet de faire des prévisions. Deuxièmement, sur les éditeurs SaaS, c'est le mode de commercialisation. Je vais parler plutôt d'éditeur de logiciels plutôt, parce que la gestion en mode SaaS, c'est une des composantes d'un éditeur de logiciels. Donc bien évidemment, il y a le mode de commercialisation de son logiciel. On parle de Software as a Service, on parle de on-premise, on parle de licence annuelle, on parle d'abonnement mensuel. Et bien évidemment, la conséquence de tout ça, c'est la méthode de reconnaissance des revenus, puisque la manière dont on facture, ça définit la méthode de reconnaissance des revenus. Et tout ça a un impact sur quoi? Sur les principaux KPIs de l'entreprise, l'EBITDA, le BFR et la trésorerie. La star, c'est le SaaS? Non, la star, c'est pas le SaaS, c'est aujourd'hui le mode de commercialisation qui est le plus usuel. Pourquoi? Parce qu'il permet de générer
le plus de marge, Oui. il permet Plus de récurrence. de générer une forte récurrence et d'avoir une visibilité. Et donc forcément, quand on a une visibilité, on accroît la valorisation des entreprises. Et du coup, Stéphane, troisième secteur, les agences de marketing digital. Ah, les agences de marketing digital. Pour moi, l'élément le plus important à vérifier, c'est la capacité qu'a cette agence à démontrer que les campagnes qu'elle décline apportent de la performance à ses clientes. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que souvent, on facture un forfait mensuel, on définit des méthodes et des campagnes, mais on ne connaît pas quel est le retour sur investissement des entreprises. Et ça, Donc, vous arrivez à l'auditer? Non, déjà, il faut que les entreprises puissent démontrer qu'elles ont des KPIs et qu'elles ont des outils pour mesurer la performance, et puis surtout les returns pour les entreprises. Et nous, derrière, on fait un travail d'analyse, surtout pour vérifier que l'entreprise fait son travail, ne vend pas du vent, et puis surtout qu'elle génère de la marge. Stéphane, on va passer à un sujet un peu plus touchy. Oui. Si tu veux. Qui sont les retraitements donc d'EBITDA et de cash, donc quality of earnings et quality of cash. Donc que tu sois côté acheteur ou vendeur, comment tu traites ce sujet et comment tu fais en mesure qu'il n'y ait pas d'abus? Alors moi je le traite très bien, donc côté vendeur, si j'arrive à rehausser les l'EBITDA, je le traite très très bien, et côté acheteur, si j'arrive à abaisser les l'EBITDA, ça se passe très très bien pour moi. Non, la réalité c'est qu'il faut, le terme c'est l'objectivité, le mot d'ordre c'est l'objectivité, il faut savoir être objectif. Aujourd'hui c'est un marché de professionnels, le marché de la transaction c'est un marché de professionnels, on ne dupe plus personne, et on peut très bien avoir des dossiers où on raconte n'importe quoi sur les EBITDA, ils vont être ajustés. Donc l'objectif c'est d'être cohérent, et surtout d'avoir la capacité de démontrer que l'EBITDA qu'on défend, c'est le plus juste. Et donc, il faut être un peu malin, il faut savoir négocier, il faut savoir discuter avec les gens, il faut créer du dialogue. Voilà. Mais le mot d'ordre, c'est l'objectivité, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est une bonne réponse. Quel est le principal piège à éviter lorsqu'on est un auditeur? Alors, déjà la précipitation, se précipiter. On a souvent des clients qui veulent qu'on traite les dossiers en très très peu de temps. Ça, faut refuser systématiquement. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, en 1 semaine ou 2 semaines d'intervention, appréhender une entreprise dont certains directeurs financiers mettent des années. Donc ça n'est pas possible. Donc éviter la précipitation, déminer quand il y a des problèmes. Et on peut découvrir des sujets, en parler systématiquement avec les CFO, avec les dirigeants de boîte, avec les actionnaires. Et puis surtout, ne pas oublier, on est là pour faire des deals. Je veux dire, même si on est des auditeurs, nos clients, ils nous payent pour acheter des boîtes ou vendre des boîtes. Donc il ne faut pas oublier qu'on doit être des deal makers. Si on n'est pas des deal makers, on va travailler aux impôts. Voilà. Une bonne réponse encore une fois. Quelle est la responsabilité de l'auditeur lorsqu'il est donc en train de conseiller son client ou en train de rendre son rapport entre objectivité et justement recommandation? Est-ce que l'auditeur va influencer le client dans sa prise de décision? Alors, au-delà du devoir de conseil qu'on a, il faut savoir que notre métier, c'est de vendre de l'opinion. Il ne faut pas oublier ça. Donc quand on vend de l'opinion, on vend une certaine responsabilité. Donc ce qui veut dire que même si des fois on a des convictions, on transmet nos convictions, mais il ne faut pas oublier qu'on vend de l'opinion. Et que si on va au-delà de nos convictions, si on force un process, il faut qu'il y ait de fortes convictions ou alors il ne faut pas forcer le process. Nous, notre métier, c'est de vendre l'opinion. Les gens viennent nous voir parce que notre signature, elle vaut quelque chose. Donc, il faut rester objectif. Très clair. Merci beaucoup Stéphane pour la sincérité de tes propos. On va passer à l'interview de vérité. Oui. Est-ce que tu es prêt? Écoute, action. C'est parti. Plutôt vendor assistance ou due diligence? Plutôt vendor assistance. Quelle est la phrase type d'un directeur financier qui cache quelque chose sous le tapis? Pour être tout à fait honnête avec vous, alors là, le type qui me dit ça, il est grillé lui. Carton rouge. Comment tu annonces une mauvaise nouvelle à un client qui est hyper emballé par faire un deal? Je lui annonce en chantant. Je lui fais une belle chanson ça passe mieux. De Michel Delpech ou autre chose. Hercule Poirot ou Colombo? Colombo. Or ou crypto-monnaie? Or. Club Med ou Marbella? Écoute, j'ai rencontré ma femme au Club Med et je reviens de Marbella. Donc les deux, mon capitaine. Merci encore Stéphane pour cette interview. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Aussi. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edounas, très intéressant comme chaque mois.